Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. On a eu absolument tous les ingrédients pour faire plier le marché crypto cette nuit, en moins de 6 heures. On a eu un hack sur Yurt Finance qui est un gros projet DeFi. On a eu le ban du minage du Bitcoin par la Chine. Et derrière, on a eu la dette du Japon qui commence à exploser. Ça fait frissonner, ça fait très très peur. Tout ça mis bout à bout, on fait complètement plier les marchés. On va aller voir aussi ce qui s'est passé cette nuit sur les produits dérivés, pourquoi ça a plié techniquement. Et pour finir, on ira voir les conséquences irréelles sur les altcoins et sur le Bitcoin. Le Japon coupe le robinet. On stoppe les liquidités avant que l'inflation n'explose de nouveaux records. La Banque du Japon examinera les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, les 18 et 19 décembre. C'est ce qu'a déclaré cette nuit le gouverneur de la Banque centrale japonaise, Kazuo Ueda. Alors le yen et les rendements obligataires ont augmenté après ces remarques, après ce discours, atteignant les 1,88%, du jamais vu depuis 2008. Tandis que de leur côté, les marchés estimaient désormais à environ 80% la probabilité d'une hausse des taux. Et c'est précisément ce qui a plombé l'ensemble des marchés. Énormément de fonds d'investissement, de banques, de grandes entreprises dans le monde entier utiliser la situation particulière de la politique monétaire japonaise pour pouvoir faire ce que l'on appelle du carry trading, en l'occurrence du yen carry trade. Le concept est très simple, ils vont emprunter à un taux nul, voire presque nul du yen, donc en gros un emprunt quasiment gratuit, changer ce yen en un autre actif, comme par exemple du dollar, pour ensuite prêter ce dollar à un meilleur taux d'intérêt, 3 ou 4%. Le seul risque qu'ils prennent alors à ce moment-là, c'est la différence entre le yen et le dollar, et encore, ils peuvent prendre une partie de leur rendement, de la différence entre l'emprunt et le prêt, pour se hedger, c'est-à-dire pour prendre des contrats qui vont venir les protéger d'une potentielle variation. Et c'est l'un des plus gros flux de finances mondiales en termes de macro, puisque énormément d'établissements financiers profitaient des taux attractifs que proposait le Japon. Ensuite, j'aimerais revenir sur l'arrêt du quantitative tightening qui est prévu pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui imaginent que l'arrêt du quantitative tightening égale forcément qu'on est dans les conditions macroéconomiques idéales pour repartir à la hausse sur les marchés risqués. Pas du tout. Je vous ai déjà parlé de cette phase de transition entre l'arrêt du quantitative tightening et le début du quantitative easing. Alors on a Jérôme Powell qui doit prendre la parole. Toute information qui sera liée au quantitative easing, il faudra bien la surveiller pour voir si ça fait réagir les marchés ou non. Mais en tout cas, il peut se passer encore beaucoup de choses entre l'arrêt du quantitative tightening et le début du quantitative easing. Tant que cette politique monétaire du quantitative easing n'aura pas repris, pour moi, il y aura peu de probabilité de revoir un BTC qui nous fait un plus haut historique. Michael Saylor vient d'annoncer avoir vendu des nouveaux titres de MicroStrategy, mais cette fois-ci non pas pour racheter et accumuler du Bitcoin comme il faisait depuis le début, mais pour détenir 1,44 milliard de dollars. Cet argent resterait en dollars et n'aurait qu'un seul but, permettre à MicroStrategy de rembourser ses dettes sur plus de 21 mois et de couvrir les échéances et l'argent dû, notamment pour les précédents emprunts qui ont servi à financer du Bitcoin, et ce, même si Bitcoin descend en dessous du prix moyen d'acquisition. En gros, même si Bitcoin perd de la valeur sur du court terme, ça permettra à MicroStrategy de n'avoir aucune pression, de ne pas vendre son stock, de pouvoir conserver et détenir ses bitcoins sur le moyen long terme sans avoir à les vendre, même si ils doivent rembourser des dettes. Et surtout, rassurer les actionnaires en leur garantissant une capacité de paiement. Alors bien entendu, ce sont des nouvelles actions émises, donc ça vient naturellement mettre une pression sur la supply et diluer les titres en circulation, mais son objectif était clairement de rassurer les investisseurs et potentiellement de venir stabiliser le cours. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Face communicant de la finance mondiale, la dette japonaise a explosé, regardez ce qui se passe. Malheureusement, effet de contagion, c'est difficile à analyser, mais on était à 4% il y a quelques jours, on est à 4,10 presque. Donc ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est énorme pour les obligataires. Vu que les États-Unis ont des milliers de milliards de dettes, chaque centime de pourcentage, c'est des centaines de millions, si c'est pas des milliards en plus. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle, c'est, je pense, directement lié aux obligations japonaises qui ont explosé. Donc vu qu'on a les obligations, le marché obligataire qui remonte, en général les actifs à risque se replient. Moins 0,25, je trouve que ça résiste plutôt pas mal sur la bourse de Paris. Voire même ça tente de revenir à l'équilibre.
Vu à la vitesse à laquelle tout s'est produit, il y a tout un tas de personnes qui ont pensé à des liquidations massives. Et effectivement, avec ce qui s'est passé le 10 octobre, on est tous un petit peu traumatisés. Effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, pas comme le 10 octobre. Et donc, en 24 heures, environ 180 000 traders ont été liquidés pour une valeur totale de plus de 500 millions de dollars. Rien de nouveau, même scénario, juste un jour différent. Et donc, aujourd'hui, on peut tous admettre que le marché des crypto-monnaies reste extrêmement fragile face aux positions en levier trop agressif. Et visiblement, moi, ça me fait de la peine. Visiblement, il y a tout un tas de traders qui n'apprennent jamais de leurs erreurs. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de débat. Je vais faire le singe, je vais acheter du BTC tout au long de la baisse et crois-moi, je vais cartoucher comme un sale. Voilà la team, prenez soin de vous, pensez à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, venez kiffer avec nous. Le marché, il fait sa vie. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit au taquet et qu'on soit solide sur nos investissements. Et ça se passera bien sur le long terme. Sur ce, passe une excellente semaine. Ciao, ciao! Les Américains, eux, ils ont acheté comme si demain n'existait pas et comme si leur carte de crédit était à taux zéro. Résultat, plus 9% de vente, 11,8 milliards dépensés, du crédit et encore du crédit. Et encore, on n'a pas les chiffres du Cyber Monday. On a les chiffres des ventes, mais on n'a pas le total de l'endettement des cartes de crédit parce que ça va prendre un tout petit peu plus de temps et c'est beaucoup moins drôle. On va passer sur les ETF Bitcoin qui ont fait le plus gros drawdown depuis mars 2024. Ici, on peut voir cette ligne grise, la zone moyenne d'achat chez les ETF. L'année passée, c'était ici autour des 55 000 $. Et elle est montée à vue d'œil jusqu'à environ 80 000 $. On a pété cette zone à la baisse et là, sur du court terme, j'ai l'impression qu'on rebondit dessus. Tout comme cette zone en 2024 a fait office de support un petit peu bizarre, mais a fait office de support. On va parler d'Arthur Hayes. Arthur Hayes, parfois il dit des choses intéressantes, parfois il dit des sacrées conneries. À vous de me dire ce qu'il en est pour celle-ci, pour cette news. Alors, Arthur Hayes a publié un message sur Twitter où il accuse Tether, le plus grand émetteur de stablecoin au monde, il accuse Tether de prendre un risque énorme avec sa stratégie d'investissement. Selon lui, dans le pire des cas, une baisse de 30% du prix du Bitcoin et de l'or suffirait à effacer complètement les fonds propres de Tether. Oui, selon lui, il faudrait seulement moins 30% combinés sur ces deux actifs pour mettre à genoux Tether. On y est, un nouveau mois démarre et clairement pas en fanfare. À peine sorti de Thanksgiving, Bitcoin décroche sous les 86 000 $ et le marché démarre le mois de décembre dans un climat extrêmement tendu. Et il faut vraiment dire que les nouvelles du moment n'aident pas vraiment. La Chine ressort une nouvelle fois son interdiction sur les cryptos, Michael Saylor évoque l'idée de vendre du Bitcoin et surtout le Japon remonte ses taux d'intérêt pour la première fois depuis des années. Et en plus de ça, un exploit sur une pool YETH de Yuan Finance a permis à un attaquant de détourner plusieurs millions en ETH, dont près de 1000 ETH déjà envoyés via Tornado Cash, un événement secondaire mais qui renforce la défiance autour de la DeFi. Est-ce que tout cela remet en cause nos objectifs ou est-ce simplement le début d'un rejet plus profond avant un potentiel retournement? Support théorique, celui-là, là, on s'est arrêté ici, mais je ne serais pas étonné qu'on aille chercher les 84 400 et on a envie de les tenir. On n'a pas envie de perdre les 84 000, ça serait bizarre, ou en tout cas ça indiquerait que les bears ont bel et bien la main pour de bon. Donc on aurait une confluence dans les 84 000 avec un petit niveau de Fibonacci, vous voyez, 85-83, on serait dans une zone sympa pour éventuellement commencer à envisager dans des plus petites unités de temps la création d'un double daily avec et un niveau de Fibo qui fait sens, mais aussi le corps des chandelles weekly. Le corps de chandelle weekly, malheureusement, on est ici en dessous. Alors, c'est weekly ou monthly? J'ai vu un corps de chandelle. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est les corps de chandelle monthly qui sont là, qui sont aussi un support intéressant. Donc, entre 84 et 82, je dirais ça fait sens de tenter la petite cartouche. Donc, BTC. Alors, BTC en mensuel. Alors, BTC en mensuel. On a ce matin, donc la baisse, hein, on voit bien. Donc même chose, hein, ça, on a bien vu sur Capital, donc je ne vais pas recommencer le même discours, hein, c'est la même chose. Donc on casse la Tenkan. Donc l'idée, c'est pour le moment c'est baissier, mais à voir ce qui se passe cet après-midi et donc dans la semaine. Donc soit on va faire le test de cassure qui tient, c'est-à-dire que les 100, 229 tiennent en résistance et on repart à la baisse, soit on les casse et dans ce cas-là, on invalide l'alerte qui a été donnée ici, soit on part là, ici, à la baisse. Donc j'ai mis ce niveau-là qui me paraît être le plus
le plus pertinent, on va dire. Alors, on en a un autre. On va peut-être mettre celui-là d'abord, parce que je vois que ça correspond en même temps au plat de Tenkan qui est ici, vous voyez. Donc, si on casse les 79 700, à ce moment-là, on aura une validation baissière, c'est-à-dire qu'on aura un signe, pas un signal, on aura un signal vendeur, oui, un signal vendeur sur le BTC si on casse les 79 700. Pour le moment, c'est baissier, mais c'est une correction. Hein, voilà, vous voyez qu'ici, on a chaque fois, on a cassé la Tenkan. Là, la différence, c'est qu'à chaque fois qu'on a cassé la Tenkan ici, on est remonté en clôture de bougie, on était remonté au-dessus. Il y a plus de chances que si on y aille, même s'il y a un léger rebond, au final, elle ne va pas tenir. Il y a plus de chances de terminer ce bull market proche de la moyenne mobile de 100 en 2 semaines, hein, qui se trouve aux 46 000 $, donc aux alentours des 46 000 $, donc 50 000, un petit peu en dessous, entre 40 et 50 000 $ probablement, prochain bottom du bear market. En mensuel, effectivement, on n'a pas eu l'ultime confirmation sur les moyennes mobiles, puisque la moyenne mobile 21 tient toujours. Hein. Mais, vous voyez qu'ici, durant le bull market, on n'est jamais venu la toucher. On n'est pas venu la toucher, on n'est pas venu la toucher. Même dans la correction, dans le précédent bull market de 50% ici, on n'est pas venu la toucher. On est venu la toucher ici. Donc vous voyez, encore une fois, il y a plus de chances qu'on soit ici, puisqu'on est dans la même condition. Mais malheureusement, si on regarde par le passé, à chaque fois qu'on est venu la toucher, vous voyez, on est venu la toucher, rebond, bear market. On est venu la toucher, rebond, bear market. On est venu la toucher, rebond, mini bear market. On est venu la toucher, rebond, bear market. Et si je vous donne un petit peu mon scénario secret boule de cristal, à prendre avec des pincettes évidemment, on a ces stimulus qui arrivent, on a la baisse des taux, on a la fin du QE, de la liquidité qui arrive en 2026, avec un ATH de la liquidité qui pourrait arriver peut-être mi-2026 et un Bitcoin qui performe dans cette période-là. Puis éventuellement la Fed qui commence à annoncer soit un arrêt de la baisse des taux, soit éventuellement même des taux qui remontent en fonction de la situation avec un peu d'inflation, ce qui pourrait créer le début du bear market, la fin du business cycle et une année 2027 un peu pourrie, ce qui collerait aussi avec les échéances de dette qui arrivent. C'est un peu ma vision, mais encore une fois, j'ai aucune boule de cristal et un truc qui viendrait tout invalider et vraiment juste me dire écoute Iril, ta gueule, ça ne marche pas comme ça serait un breakout du dollar dans les prochaines semaines. Pourquoi je prends toujours Ethereum comme mesure? Parce que c'est pour moi celui qui a les plus beaux fondamentaux, on en parle chaque semaine. Il y a beaucoup de pipeaux dans le reste et on peut tout à fait être en accord ou en désaccord sur quels sont les altcoins qui pourraient avoir de la valeur. J'imagine qu'il y a des questions qui vont revenir sur Atom, on en parlera encore après si vous voulez, même si c'est toujours la même chose que je vais vous dire. Mais juste pour dire, voilà, Ether pour moi c'est le pure play. Voilà. C'est là où indéniablement on ne peut pas me dire que c'est un truc qui va à zéro. Voilà. Enfin, moi, le mec qui me dit ça va à zéro, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis on en discute pendant 5 ans si tu veux, mais je suis sûr de te convaincre que tu racontes n'importe quoi. On a Bitmain qui vient d'acheter 50 millions de dollars d'Ethereum. Il continue, près de 17 000 ETH en une seule fois. Et selon les analystes, c'est devenu une routine. 2 à 3 fois par semaine, comme si pendant que le marché s'agite sur la volatilité, eux, ils continuent tranquillement à construire leur position. Ce qui est à noter également, c'est qu'il y a une mise à jour importante sur Ethereum qui approche. L'upgrade Fusaka. D'ailleurs, ça vous intéresse qu'on en parle sur la chaîne et que je vous décode un peu ça sans que ça ressemble à du chinois, indiquez-le-moi en commentaire. Mais grosso modo, elle vise à améliorer la performance des Layer 2 et à optimiser certains aspects du réseau Ethereum lui-même. Ce qui est quand même assez marquant avec les achats de Bitmain et certaines entreprises comme ça, c'est leur constance. Ils cherchent pas le prochain breakout, ils sécurisent des actifs pendant que les prix baissent. Ils achètent la faiblesse parce qu'ils n'ont pas besoin que ça monte demain. À court terme, ce matin, ça discutait déjà sur le Discord et sur le chat des alts pour dire « Oh, hier, j'ai rechargé par exemple tel altcoin et aujourd'hui, de nouveau, je suis à moins 8, moins 10. » C'est beaucoup trop tôt pour recharger les alts. Si on prend en considération qu'en effet, on a des chances d'être en bear market et que Bitcoin risque de perdre encore, je sais pas, moins 30, moins 40, moins 50% si vraiment ça se gâtait, imaginez un peu la tronche des alts. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 86 322, on a un espoir de rebond. Attention, mais je rappelle que si le Bitcoin décide de chuter, ça risque de chuter fort et ça risque d'être répercuté aussi sur les altcoins. Donc effectivement, prudence extrême. Allez, on va en profiter au passage pour jeter un coup d'œil du côté du Total 3. Je rappelle que le Total 3, c'est la part que représentent les altcoins, à l'exception donc du Bitcoin et de l'Ethereum. Et du côté du Total 3, je rappelle que pour le moment, pour l'instant, oui, ça reste toujours une configuration haussière, quand même, il faut quand même le noter d'un point de vue long terme. On reste toujours sur une belle petite configuration bullish, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus beau, plus haut, pardon, plus beau aussi, on peut dire, c'est plutôt beau, techniquement parlant, c'est très propre. On est revenu retester le ruban de moyenne mobile et on est actuellement posé sur ce ruban, donc techniquement parlant, c'est propre. Maintenant, attention, là maintenant, il ne faut pas breaker
le ruban de moyenne mobile. Ensuite, en ce qui concerne les haltes, donc on va regarder Total 3. Donc les haltes, il y a encore un petit peu de mou pour descendre chercher la Kijun, hein, donc leur réflexion elle est la même, hein, alerte baissière. Donc là, ce qu'on peut aller chercher, c'est ce niveau de Kijun ici. Après, on a l'ALS qui peut aller chercher donc le niveau, son niveau de Kijun ici. Donc il y a du potentiel baissier, hein, donc voilà, c'est aller chercher grosso modo cette zone-là avec les prix. Est-ce qu'on a un double top, voire un triple top ici? C'est une possibilité. Pour le moment, on n'a pas la validation, donc on va se concentrer d'abord sur ce double top. Pour moi, si on casse ce niveau-là, voire celui-là ici, on activerait donc le potentiel double top ici, et là, ça nous donnerait un objectif, hein. Quand on prend le point haut et le point bas reporté au niveau de cassure, ça nous donnerait un objectif qui serait en dessous du nuage. Et là, c'est embêtant parce que si on passe en dessous, ça veut dire que c'est un renversement de tendance, donc de long terme, puisqu'on est en mensuel, ça voudrait dire que le marché alt, voilà, n'a plus de fans, hein, personne ne veut acheter des alts. Crypto détente qui nous pousse que Grayscale va lancer cette semaine le premier ETF spot Chainlink, selon l'analyste ETF Nate Gerassi. Le trust privé Chainlink sera converti en ETF après l'approbation du dépôt par la SEC, une étape majeure pour l'adoption institutionnelle du Link. Donc toujours du côté de crypto détente, Ripple qui reçoit l'approbation de la masse pour étendre ses activités sous la licence de Major Payment Institution. Ripple peut désormais offrir ses services de paiement end-to-end entièrement licenciés à Singapour, donc ça aussi c'est quand même une très très grosse nouvelle. Ça avance bien, hein, du côté de Ripple, on l'a vu, hein, ces derniers temps, les news sont quand même plutôt bullish du côté de Ripple. Quelques petites news intéressantes pour vous montrer à quel point les gens switchent rapidement. Parce que par exemple, pour parler des coins anonymes, ça fait des années quand même qu'on en parle, ça fait des années qu'on présente le truc, et on s'est très bien rendu compte que les gens, en fait, ça ne les intéressait pas. Et là, comme par hasard, ça m'a fait rire, en fait, cette news. Comment Zcash est passé d'un jeton discret à l'actif le plus recherché en novembre 2025 ? Ils expliquent, alors oui, le côté fondamental, le machin. La seule raison, c'est ça, hein, d'accord, hein, c'est l'augmentation du prix, en fait. Il n'y a pas eu une amélioration de technologie, il n'y a rien eu derrière de plus que ce qui existait déjà avant. C'est la même chose depuis des années, hein, parce que ceux qui connaissent pas trop la courbe du Zcash, hein, c'est ça. Hein, voilà, hein. Donc le cycle de 2021, c'est ça. Hein. Le Zcash, il est montré à 300 balles. Là, il y a eu une augmentation. Et là où ça latéralise pas mal sur les coins, regardez, il y a quelques coins qui augmentent un petit peu. Mais celui qui se casse le plus la gueule, hein, pour l'instant, hein, c'est Zcash. Alors, c'est un peu normal avec l'augmentation qu'il y a eu ces derniers temps. La Monero augmente beaucoup. Donc, ça a permis de relancer en soi la volonté des gens peut-être de s'intéresser à cet écosystème qui existe depuis longtemps et qui est quand même ultra important selon moi. Ensuite, on a le réseau décentralisé d'Épine IA de Telegram qui a été lancé. On parle de Cocoon. C'est construit sur le réseau TON du Open Network. D'ailleurs, les personnes sont récompensées en jetons TON qui permet en fait de faire tourner des GPU, des cartes graphiques, faire du calcul associé à l'IA, etc., de manière complètement décentralisée et selon eux, vraiment de manière confidentielle. Je n'ai pas étudié le niveau de confidentialité, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé par Pavel Durov. Et c'est une bonne chose, hein, pour Telegram, pour du Open Network. Ça crée potentiellement un nouvel usage et ça vient concurrencer les divers protocoles similaires qui existent. Ensuite, mine de rien, quelques annonces qui sortent quand même, qui viennent équilibrer tout ça. C'est quand même énorme parce que Sony, dans le gaming, c'est quasiment les numéros 1 pour moi avec PlayStation. Et ils vont lancer un stablecoin en 2026 qui va pouvoir servir dans les différents jeux de Sony. Sony Bank, voilà, ils sont à fond dans le Web3. C'est intéressant. Ils avaient aussi une Layer 2 sur Ethereum, on n'en entend plus trop parler. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.